Je déclare ouverte la séance plénière de ce matin 17 avril. Je vais appeler donc le collègue Séminon pour la présentation donc des demandes de garantie d'emprunt, les points 1, 2, 3 et 4. Comme d'habitude, je vais présenter les points qui concernent les demandes de garantie d'emprunt en un seul bloc, puisque, évidemment, les objectifs sont les mêmes et c'est une partie du contenu qui change. Alors, chers collègues, la collectivité départementale est sollicitée pour la garantie de 3 emprunts que la société SEM-SAMAR, SEM-SAMAR, ça veut dire Société d'économie mixte de Saint-Martin, souhaite contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la construction de 129 logements sociaux sur le territoire de la commune du Gros-Morne. La Caisse des dépôts et consignations a donné son accord pour le financement des projets présentés par la SEM-SAMAR. La commune du Gros-Morne n'a pas encore accordé sa garantie partielle au financement de ces opérations, en complément de celle du département, conformément aux proportions fixées par la délibération du Conseil général qui date du 6 octobre 1997 et qui est relative aux modalités d'octroi par le département de garantie d'emprunt aux organismes réalisant des logements sociaux. Les emprunts projetés sont destinés à financer la construction de 129 logements sociaux, soit 94 LLS et 35 LLTS, répartis sur 3 lots, à savoir bagatelle 1, bagatelle 2 et bagatelle 3. Le département est ainsi sollicité à hauteur de 50% du montant de 12 prêts, 6 prêts qui sont relatifs aux 94 LLS et 6 prêts qui sont relatifs aux 35 LLTS. Ainsi, pour l'opération de 41 logements à bagatelle 1, soit 31 LLS et 10 LLTS, une garantie globale de montant de 1 556 464,50 € est attendue au titre de 4 prêts représentant un volume de 3 112 929 €. Pour l'opération 40 logements à bagatelle 2, soit 30 LLS et 10 LLTS, une garantie globale de montant de 1 383 245,50 € est attendue au titre de 4 prêts représentant un volume de 2 766 481,11 €. Maintenant, voyons le détail pour l'opération bagatelle 3, qui porte sur 48 logements, soit 33 LLS et 15 LLTS. Une garantie globale de montant de 1 647 416 € est attendue au titre de 4 prêts représentant un volume de 3 294 832 €. Une convention de garantie d'emprunt formalisera les modalités du partenariat entre le département et la SEM-SAMAR, à savoir production de documents comptables, des états d'avancement des travaux, des bilans d'activité, rétrocession au département des loyers perçus par la SEM-SAMAR en cas de mise en jeu de la garantie, prise d'hypothèque sur simple demande du département. Ainsi, la garantie de la collectivité départementale est sollicitée par la SEM-SAMAR à hauteur de 4 587 126 €. Par ailleurs, il vous est demandé de procéder à la modification de la délibération numéro 59 613 du 18 juillet 2013 relative à la garantie d'emprunt accordée à la Société d'économie mixte de la Guadeloupe, la CEMAG, pour la construction de 42 logements sociaux à Mangabé, au quartier Balata, à Fort-de-France. En effet, la durée d'amortissement du prêt est prévue sur 50 ans et non 40 ans comme mentionné à l'article 3. L'encours de la dette garantie par le département s'établit à ce jour à 515 098 000 € et le montant, enfin 980 000 € plutôt, et le montant des annuités garanties représente 34,83 millions d'euros. Plus de 97% de cet encours correspond à des garanties d'emprunt accordées aux sociétés HLM pour le financement de la construction de logements sociaux. Les garanties d'emprunt sollicitées par la SEM-SAMAR porteront l'encours global de la dette garantie du département à 525,12 millions d'euros
et le nombre total des logements sociaux financés au titre de l'exercice 2014 à 240. Pour mémoire, le nombre de logements sociaux financés en 2013 s'est élevé à 797. Le département mobilise actuellement 37,17% de sa capacité à garantir, toujours hors recettes affectées au financement des transferts de compétences opérés par l'État, soit 18,58% de ses recettes réelles de fonctionnement. Voilà, Président, ce qu'on pouvait dire sur ces différentes opérations. Je rappelle, 3 opérations au Gros Morne, et puis on vous demande de bien vouloir accepter une modification d'une ancienne délibération qui avait été prise, mais qui portait sur 40 ans au lieu de 50 ans, concernant la durée d'amortissement du prêt. Voilà, Président, ce qu'on peut dire. Je fais voter donc les garanties d'emprunt sur la commune du Gros Morne. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci, collègues. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, la modification de cette délibération, qui est juste, effectivement, une modification sur la durée d'amortissement. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre, qui s'abstiennent? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, je remercie le collègue Séminot pour la présentation de ces rapports. Collègues, nous allons aborder peut-être l'aboutissement, en tout cas nous le souhaitons, d'un long processus qui date de très longtemps et qui a été engagé par nos prédécesseurs et par nous-mêmes autour de la fusion des 2 opérateurs culturels que sont l'Atrium et le CMAC. Nous arrivons très certainement au terme d'une procédure qui doit nous permettre de voir un peu plus clair sur les opérateurs culturels martiniquais d'une manière générale et singulièrement du département, puisque ces 2 opérateurs culturels étaient aussi financés par le Conseil général. Et nous rentrons donc dans une logique. Donc, Mesdames, Messieurs, chers conseillers généraux, le département de la Martinique a construit à Fort-de-France, à la fin des années 90, un équipement pour mettre à la disposition des acteurs culturels locaux, nationaux et caribéens une structure de qualité susceptible d'accueillir tous les types de spectacles vivants. Depuis 1998, le bâtiment de l'Atrium, propriété du Conseil général, héberge dans ce même lieu la régie autonome, l'Atrium, et l'association de loi 1901, le Centre martiniquais d'action culturelle, qu'on appelle le CMAC. Ce CMAC a bénéficié depuis plus de 2 décennies d'un label que l'on appelle le label Scène nationale. Compte tenu notamment des dysfonctionnements et des surcoûts engendrés par cette cohabitation, les conseillers généraux, en 2005 puis en 2010, ont approuvé la mise en place en partenariat avec l'État d'une structure culturelle unique constituée juridiquement sous la forme d'un établissement public de coopération culturelle, EPCC, et labellisé Scène nationale. Depuis 2005, ensuite 2010, le processus EPCC avec le label Scène nationale avait déjà été approuvé. Cette volonté a été réaffirmée par les membres de la commission permanente du 21 mars 2013 et qui ont mandaté la présidente du Conseil général pour mettre en œuvre les concertations et les procédures nécessaires à la création avec l'État d'un EPCC qui soit en mesure de porter la programmation conjuguant les critères du label Scène nationale avec la nécessaire ouverture au monde et l'ancrage martiniquais et caribéen. Sur la méthode, en 2013, un groupe de travail a été constitué au Conseil général, présidé par l'exécutif et composé d'élus, de collaborateurs de cabinet, d'administratifs. Une assistance juridique et technique a été également confiée au cabinet Calia Conseil afin d'étudier et concrétiser chaque étape du projet. De plus, la concertation avec l'État, le ministère de la Culture et de la Communication, et singulièrement avec la Direction des Affaires culturelles, a été permanente et positive et a abouti à la rédaction d'un projet de statut qui vous est aujourd'hui soumis. Par ailleurs, toujours dans le cadre de la démarche partenariale avec l'État, le département a sollicité une mission au Conseil national de liaison des EPCC qui a permis un partage d'expériences et a fait émerger les attentes et les souhaits des élus, des artistes, des acteurs culturels, des responsables d'institutions et de structures culturelles. Ces échanges ont été enrichis par des contributions des personnels de l'Atrium et du CMAC sur leurs missions culturelles et leurs aspirations.
Le projet culturel s'inscrit dans le préambule du projet des statuts. Le PCC est positionné comme un établissement structurant chargé de la mise en œuvre de véritables services publics de la culture. Les membres fondateurs que sont l'État et le département souhaitent que l'établissement bénéficie du label Scène nationale et se situe en tant qu'animateur d'un réseau culturel sur l'ensemble du territoire. Le PCC doit en effet être un lieu de référence pour le développement culturel, territorial et citoyen autour des principes que sont la responsabilité à l'égard des artistes, du tissu artistique martiniquais, une activité pluridisciplinaire tenant compte des différents modes d'expression artistique, une responsabilité sur l'ensemble du territoire et une attention portée, bien évidemment, à la jeunesse. Les missions de service public peuvent être résumées comme suit: s'affirmer comme lieu de création et de production, assurer la diffusion du spectacle vivant, des arts visuels, du cinéma, de l'audiovisuel et du numérique, être le lieu de confrontation de toutes les formes culturelles croisant tradition, modernité et innovation, s'affirmer comme un lieu structurant au niveau de Fort-de-France et de son agglomération, et bien sûr de la Martinique et de la Caraïbe, et enfin mettre en œuvre l'éducation artistique et le développement culturel avec une visée de démocratisation. Un établissement public à caractère industriel et commercial, évidemment, conformément à l'article 1431-1 du Code général des collectivités territoriales et en raison de ses activités principales de lieu de création, de production et de diffusion de spectacles vivants, le PCC revêt un caractère industriel et commercial. Cette qualification est également plus souple pour le fonctionnement de l'établissement, notamment pour la gestion du personnel, majoritairement soumis au droit privé. Ce personnel répond à la convention collective SENDEAC. Quel est le mode de gouvernance que nous avons retenu? Nous avons donc les membres fondateurs qui sont aujourd'hui deux, l'État et nous-mêmes, Conseil général, fixent les missions et les moyens de l'établissement et négocient un contrat pluriannuel d'objectifs avec le directeur. Le conseil d'administration contrôle et encadre l'action du directeur. Il est composé de 14 membres, 7 représentants du conseil général, 4 représentants de l'État, 2 personnalités qualifiées et 1 représentant du personnel qui, là aussi, va bénéficier d'un suppléant. Le conseil d'administration pourra désigner un conseil consultatif ayant pour mission le suivi des projets culturels et artistiques. Le directeur élabore, met en œuvre le projet artistique et culturel et dirige l'établissement sur le plan artistique, administratif et financier. Désigné par le conseil d'administration sur la base de ses capacités professionnelles et d'un projet artistique, il lui sera proposé un contrat de 3 ans du fait de la jeunesse de la structure et par conséquent d'une nécessaire évaluation à échéance rapprochée. Pour le personnel, la présidente du Conseil général a organisé des rencontres avec les représentants du personnel et l'ensemble du personnel de l'Atrium et du CMAC, séparément et collectivement, pour échanger en toute transparence sur le projet de PCC et sur leur situation professionnelle. Les personnels des 2 structures ont en outre été conviés à une action de sensibilisation au changement qui a donné lieu à des débats constructifs. Dans un établissement public à caractère industriel et commercial, à l'exception du directeur et du comptable, c'est le droit du travail qui s'applique. Les personnels de l'association CMAC bénéficient du transfert plein et entier de leur contrat de travail en application de l'article 1224-1 du Code du travail et sont soumis à la convention collective qu'ils connaissaient déjà, celle du SENDEAC. Les personnels de l'Atrium sont de droit privé, ils bénéficient d'un CDI. Le PCC reprend à leur demande les agents de la régie autonome. Une partie du personnel souhaite son intégration dans la fonction publique territoriale avec un CDI de droit public avant son transfert à l'EPCC. La contribution des membres. Le législateur a souhaité que les membres de l'EPCC s'engagent dans les statuts à prendre en charge une partie du budget. Figer les contributions des membres dans les statuts présente l'avantage de pérenniser le partenariat financier entre les personnes publiques. Les participations financières prévues sont les suivantes. Le département de la Martinique, 2,25 millions, avec évolution en fonction du programme d'action et des disponibilités budgétaires de la collectivité, ainsi que la mise à disposition des locaux. L'État, 700 000 € et une subvention complémentaire liée à la mise en œuvre du contrat d'objectif
sur la base de la référence du montant de la subvention 2013, qui était de 830 000 €. Les avis, d'abord les instances consultatives. La commission consultative des services publics locaux, réunie le mardi 8 avril 2014, a émis un avis favorable sur le projet de partenariat État-département en vue de la création d'un établissement public de coopération culturelle, ainsi que sur le projet de statut de cette EPCC. Le CTP, le comité technique paritaire, a été sollicité pour avis le vendredi 11 avril 2014. Les membres présents ont demandé qu'une disposition soit prise par le conseil d'administration prévoyant une représentation consultative des personnels pendant la période transitoire. Le CTP a émis en conclusion un avis favorable sur la création de l'EPCC et les statuts qui y affèrent. Pour ce qui est des commissions du Conseil général, la commission Culture et Patrimoine, réunie en sa séance du 25 avril 2014, a émis un avis favorable sur le projet de statut et la poursuite du processus de création de l'EPCC. La commission permanente a émis le 13 mars 2014 un avis favorable sur le projet de statut de l'EPCC et a mandaté l'exécutif départemental pour présenter le dossier de création de l'établissement en assemblée plénière. Telles sont, Madame la Présidente et chers collègues, les informations que je voulais vous apporter, en complément ou en précision des éléments fournis dans le rapport introductif de la Présidente, et en vous rappelant que nous avons à nous prononcer sur les points suivants. D'abord, autoriser la création d'un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial ayant vocation à recevoir le label scène nationale, se substituant à l'Atrium et au CMAC, et en charge de la mise en œuvre de services publics culturels. D'autoriser la présidente du Conseil général à demander à Monsieur le Préfet de prendre l'arrêté de création de cet établissement. D'approuver les statuts de l'EPCC tel annexé au rapport. De mettre à disposition de l'EPCC le bâtiment accueillant les activités de la régie autonome et de l'association dans des conditions prévues par une convention qui interviendra avant la mise en fonction effective de l'établissement. D'approuver le transfert des activités du personnel et des biens entre l'association du CMAC et le PCC d'une part, et entre la régie autonome Atrium et le PCC d'autre part, qui s'effectuera dans un délai de 6 à 8 mois à compter de la création de l'EPCC. D'autoriser la poursuite de la procédure d'appel à candidature pour le recrutement du directeur ou de la directrice de l'EPCC. Et je voudrais également vous demander de rajouter 3 points. Le premier, c'est d'autoriser la présidente à signer tous les actes nécessaires à la création de l'EPCC, ce qui découle de fait, mais qui n'était pas précisé. Ensuite, de donner délégation à la commission permanente pour la mise en œuvre de ce projet. Et enfin, bien entendu, je voudrais vous dire que nous reviendrons devant la plénière pour les étapes importantes, notamment pour le transfert des biens. Voilà, Présidente, ce que l'on peut dire en résumé sur ce projet de statut de l'EPCC et sur ce projet de création d'un établissement public en fusion du CMAC et de l'Atrium. Merci, collègue rapporteur. Bien que ce soit un résumé, je crois qu'il est suffisamment exhaustif pour la compréhension de chacun. Je voudrais juste ajouter que je n'ai rien inventé, puisqu'il a été rappelé donc, dans le rapport qui vous a été transmis, que la démarche a été initiée déjà depuis 2005, ensuite 2010. Donc nous ne faisons effectivement que valider une démarche qui avait été initiée et vous proposer aujourd'hui de vous prononcer effectivement sur la création de cette EPCC. Collègues, je vous propose effectivement de vous prononcer sur la création de l'EPCC. Je rappelle ce que nous devons effectivement voter. Donc l'autorisation de la création de l'établissement public, l'autorisation donc à donner à la présidente et à demander à Monsieur le Préfet de prendre l'arrêté de création, d'approuver les statuts de l'EPCC. Donc concernant les statuts, je reviendrai sur un ajout, de mettre à disposition de l'EPCC le bâtiment actuel qui accueille les activités de la régie autonome et de l'association dans les conditions prévues par une convention qui interviendra avant la mise en fonction effective de l'établissement, d'approuver le transfert des activités du personnel
et des biens entre le CMAC et le PCC d'une part, et la Régie autonome Triome et le PCC d'autre part, et d'autoriser la poursuite de la procédure d'appel à candidature pour le recrutement du directeur de l'EPCC. Alors, le premier vice-président avait ajouté trois points que je n'ai pas eu le temps de noter, donc je lui demanderai de pouvoir les citer. J'avais ajouté d'autoriser la présidente à signer tous les actes nécessaires à la création de l'EPCC et de donner délégation à la commission permanente pour la mise en œuvre de ce projet. Et bien, enfin, de prendre l'engagement de revenir devant la plénière pour toutes les étapes importantes, notamment sur le transfert des biens. Oui, alors, je demanderai, avant effectivement le vote, que l'on puisse introduire l'observation qui avait été faite par le collègue Nadeau, et j'ai souscrit entièrement dans les incompatibilités, lorsqu'on dit le directeur ou la directrice ne peut prendre ou conserver des intérêts dans les entreprises en rapport avec l'établissement, que l'on puisse ajouter également les agents. D'accord ? Voilà. D'accord ? Si vous en êtes d'accord, donc on ajoutera ça dans les statuts. Et donc je vous demande donc de voter sur tout ce qui a été résumé concernant la création de l'EPCC, chers collègues. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre? Est-ce qu'il y a des collègues qui s'abstiennent? Voilà, je vous remercie. Donc la création de l'EPCC a été votée donc à l'unanimité des membres, des élus du Conseil général. Nous examinerons le projet de loi relatif à la biodiversité. Chers collègues, il faut savoir que la stratégie nationale de la France pour la biodiversité qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de la Convention sur la biodiversité et du protocole de Nagoya, qui s'est tenu en 2011. Enjeux planétaires, l'écologie, la biodiversité sont appréhendés dans ce texte comme un vecteur de croissance, d'emploi, de recherche et d'innovation. Le projet de loi traite la biodiversité dans son ensemble, depuis les gènes jusqu'au paysage, sur terre comme en mer. Nous apportons donc une attention toute particulière sur l'apport de ce projet de loi au regard du fait que les Outre-mer représentent 80% de la biodiversité française et les Outre-mer ne bénéficient pas d'un titre spécifique qui lui soit consacré dans ce projet de loi. Au niveau des principes fondamentaux, le texte prévoit que les régions définissent et mettent en œuvre dans le cadre d'une gouvernance équilibrée des acteurs territoriaux une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale, ce qui signifie donc une certaine centralisation. Partant du constat d'une multiplicité des instances au niveau national et d'un manque d'articulation entre les différents comités, le projet de loi ambitionne une clarification de la gouvernance. C'est ainsi que le texte crée l'Agence française pour la biodiversité, l'AFB, à ne pas confondre avec l'Agence française des banques. À titre non exhaustif, l'Agence française pour la biodiversité intégrerait les missions de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Établissement public des parcs nationaux de France, une partie de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, le service du patrimoine naturel du Muséum national d'histoire naturelle, etc. L'Agence française pour la biodiversité aurait donc des missions d'expertise, de recherche, de soutien financier ou d'action internationale. Elle serait chargée de contribuer à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité à tous ces niveaux d'organisation, des gènes jusqu'aux écosystèmes. Ces actions portent sur les milieux terrestres, d'eau douce et marins, du territoire métropolitain et des régions et départements d'outre-mer. Les modalités d'organisation précises de l'agence et sa présence dans les territoires ne sont pas encore définies dans la loi. L'étude d'impact indique qu'elle devrait bénéficier d'une forte présence sur les territoires, sans autre précision. Une représentation et une attention particulière sont prévues pour l'outre-mer, mais la composition du collège n'est pas formalisée dans le projet de loi. Le titre 4 prévoit les modalités d'accès aux ressources génétiques ainsi que des avantages découlant de leur utilisation
afin de lutter contre la biopiraterie visée par le protocole de Nagoya. Compte tenu de l'extraordinaire biodiversité présente sur le territoire national, ainsi que de la richesse de ses collections, la France s'est engagée à mettre en place un régime d'accès et de partage des avantages. L'APA, là encore, à ne pas confondre avec l'aide personnalisée pour l'autonomie des personnes âgées. Bon. La biodiversité est reconnue comme une richesse génétique d'importance environnementale et sociétale majeure, à la base de l'innovation dans les domaines pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques et des biotechnologies. Le dispositif de l'accès et de partage des avantages prévoit donc de prendre en compte les intérêts français en qualité de pays fournisseurs et utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées. Le Code de l'environnement est complété d'une section « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées » et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. La formule « communauté d'habitants » proposée dans le projet de loi n'est pas celle de « communauté autochtone et locale » utilisée par le protocole de Nagoya, ce qui a été d'ailleurs réexaminé dans des rencontres au niveau des régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Les règles relatives à l'accès à ces ressources supposent des procédures déclaratives pour les utilisations non commerciales, l'obtention d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à des fins commerciales. Des obligations sont donc à la charge des utilisateurs en vue de protéger les fournisseurs, des contrôles et des sanctions étant prévus en cas de non-respect. Ce texte renforce la préservation des espaces naturels et la protection des espèces. Les notions de zones fonctionnelles et zones de conservation halieutique sont créées afin de favoriser le maintien des ressources. Plusieurs dispositions visent à concilier les activités en mer avec la protection du milieu marin. Le 17 décembre 2013, le Conseil national de la transition écologique, le CNTE, a pris connaissance de l'avant-projet de loi relatif à la biodiversité. Après avoir salué l'initiative, le CNTE a émis un avis favorable sur ce projet de loi avec plusieurs observations, dont l'identification du collège collectivité au sein de l'Agence française pour la biodiversité, la transcription en droit français du terme communauté autochtone et locale, la moins restrictive possible pour couvrir l'ensemble des détenteurs de connaissances traditionnelles qui doivent bénéficier d'un partage des avantages. Ensuite, la décentralisation au profit de collectivités volontaires des procédures d'autorisation prévues. Présenté en Conseil des ministres le 26 mars 2014, après avis du Conseil d'État du 20 mars, le projet devrait être discuté à compter de la fin du mois de juin 2014 à l'Assemblée nationale. Voilà, collègues, le contenu du projet de loi. Avis des organismes consultés. Monsieur Henri Joseph, docteur en pharmacie, a souhaité délivrer un message de sensibilisation sur ce projet de loi lors de la conférence du 19 février 2014, salle Émile Maurice du Conseil général. Il considère que ce texte va favoriser la recherche fondamentale qui est essentiellement faite par les grands groupes internationaux. Les entreprises locales font-elles de la recherche appliquée? Il pose la question. La SOPAMA, quant à elle, indique notamment que la création de l'Agence française pour la biodiversité suppose des moyens financiers traditionnels. Pour l'accès au partage équitable, les Outre-mer devraient pouvoir conclure des contrats avec les utilisateurs potentiels au profit de leur développement endogène. Le Conseil économique et social, environnemental et régional propose notamment la mise en place de mesures favorisant l'installation de laboratoires de recherche en Martinique. Le pôle agroalimentaire régional de Martinique, le PARM, propose une série d'amendements qui conduisent à une réécriture de nombreuses dispositions relatives à la gouvernance et à l'APA. Il dénonce notamment l'utilisation de l'expression « communauté d'habitants » dans le texte et propose de la remplacer par « communauté autochtone et locale ». Il propose également de compléter systématiquement les mesures relatives au partage par des règles de décentralisation. Avis des commissions. Lors d'une réunion conjointe le 3 avril dernier, les commissions textes, risques naturels majeurs, environnement et développement durable, agenda 21, ont indiqué s'associer à la démarche des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique visant à une gouvernance décentralisée de la biodiversité par la perspective
de création d'une agence territoriale de la biodiversité, s'accompagnant des transferts de compétences et de moyens appropriés. Le projet de loi a fait l'objet d'un avis favorable, assorti toutefois de beaucoup de réserves et d'observations, parmi lesquelles la Martinique étant une zone à haute richesse en biodiversité, les commissaires souhaitent davantage de garanties sur le régime de partage des avantages au bénéfice effectif du développement durable de la Martinique. La nécessité absolue d'une décentralisation de la procédure de déclaration et d'autorisation d'utilisation des ressources génétiques. L'indispensable protection des connaissances traditionnelles détenues par l'ensemble des populations ultramarines et la nécessité que le terme « communauté autochtone et locale » prévu par le protocole de Nagoya soit utilisé dans la loi. Réunie le 10 avril 2014, la commission permanente a émis un avis défavorable sur le projet de loi relatif à la biodiversité. La CP considère en effet que le texte proposé ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des Outre-mer qui représentent 80% de la biodiversité française. Telles sont, collègues, les informations que je souhaitais vous apporter pour la discussion. Je mets aux voix. Alors, les collègues qui votent contre. Alors, les collègues, merci, qui s'abstiennent. OK. Et ceux qui votent pour. Donc, tout le monde a voté contre. Le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement s'inscrit dans un contexte de transition démographique et d'augmentation de l'espérance de vie. Pour ce qui est de la Martinique, le vieillissement de la population est connu. De 18% en 2010 de personnes de plus de 60 ans, il est prévu que nous atteignions 30% en 2030 et 40% en 2040. Et actuellement, 7,6% de la population martiniquaise a 70 ans ou plus, selon l'INSEE. Par conséquent, il est prévu qu'à l'horizon 2040, la Martinique soit le département le plus vieux de France. L'objectif du projet de loi est d'adapter la société au vieillissement de la population en anticipant la perte d'autonomie. Quel est l'apport du projet de loi? Tout d'abord, anticipation et prévention de la perte d'autonomie. Il s'agit de développer une meilleure couverture des besoins au niveau national et local, de favoriser une culture de l'autonomie tout au long de la vie grâce à une politique globale d'information, de sensibilisation et d'éducation à l'avancée de l'âge, d'améliorer l'accès aux aides techniques et aux actions collectives de prévention. La création de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie est présidée par le président du Conseil général et établit un programme à partir du recensement des besoins déterminés dans les schémas de programmation existants. Ce texte prévoit une meilleure articulation et une fluidification des informations vis-à-vis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Le croisement des données entre les caisses de retraite et d'assurance maladie devrait faciliter le repérage des retraités en risque de perte d'autonomie. Deuxième point, adaptation de la société au vieillissement. Pour faciliter la qualité de vie d'une population qui vieillit, la loi prévoit notamment de faire du logement un outil de prévention de la dépendance, de diversifier les offres d'hébergement collectif intermédiaire, de promouvoir l'inclusion sociale et le bénévolat par l'instauration d'un volontariat civique senior. Le titre 5 du projet de loi exclut les Outre-mer de certaines dispositions. Celle-ci concerne la transformation des foyers logements, dénommés résidence autonomie dans le projet de loi, et les financements associés au titre du forfait autonomie, ainsi que l'intégration de ces structures dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. Il existe pourtant 2 foyers logements qui pourraient en bénéficier en Martinique. Troisième point du projet de loi, accompagnement de la perte d'autonomie. L'accompagnement de la perte d'autonomie se traduit par une meilleure couverture financière des besoins des personnes dans le cadre de l'APA. À ne pas confondre avec l'APA de tout à l'heure. Cette fois, c'est l'allocation personnalisée à l'autonomie. Le gouvernement propose de compenser la dépense nouvelle à l'issue de sa montée en charge en 2017, au montant auquel il l'a estimé dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. La compensation des charges nouvelles pour les départements se ferait en 2 parties. La première,
contribuerait au financement de la dépense d'APA telle qu'elle résulte de la législation antérieure à la réforme, tandis que la deuxième part, complémentaire de la première, serait destinée à contribuer au financement de la réforme. Les modalités de la répartition de cette deuxième part seront précisées par décret en Conseil d'État. Quatrième point du projet de loi, la gouvernance. L'enjeu de la réforme est également de clarifier la gouvernance des politiques de l'autonomie. Le niveau national serait plus transversal. Un haut conseil de l'âge est créé. Il anime le débat public et apporte une expertise et des recommandations. Il s'agit également de renforcer les missions et d'élargir la gouvernance de la Caisse nationale, la CNSA que nous venons de voir, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Au niveau local, le rôle de chef de file des départements est confirmé. L'action gérontologique locale est pilotée par les départements qui s'assurent de la cohérence des actions dans ce domaine. Le projet de loi prévoit de renforcer la complémentarité des acteurs locaux en s'appuyant sur les conventions fixées réglementairement avec la CNSA ou les maisons départementales de l'autonomie qui intègrent l'aspect handicap, MDPH et vieillissement. L'avis des organismes consultés. L'Association des départements de France, l'ADF, est a priori favorable sur la question des finances puisque les dépenses nouvelles seront compensées intégralement pour chaque département. Le dispositif technique restant à construire et l'État s'est engagé à y travailler dans les prochaines semaines en associant les départements. Auditionné par les commissions textes, affaires sociales, actions de prévention jeunesse réunies, conjointement le lundi 7 avril 2014, le directeur de l'AMDOR s'est dit favorable à ce projet de loi, tout en regrettant néanmoins l'absence de dispositions en faveur du tourisme ou des personnes des Outre-mer et de la Martinique, plus singulièrement, qui souhaiteraient retourner au pays après une vie professionnelle dans l'Hexagone. Le Conseil économique, social et environnemental et régional a donné un avis favorable sur ce projet de loi. Avis des commissions. Réunies le 7 avril, les commissions conjointes textes, affaires sociales et actions de prévention jeunesse, logement, habitat ont émis un avis favorable sur le projet de loi. Les commissaires ont rappelé, à l'occasion des travaux du Congrès des élus départementaux et régionaux du 20 juin 2013, et notamment ceux portant sur la nécessité d'adapter par le mécanisme de l'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution, la législation et la réglementation applicables en matière de personnes âgées et personnes handicapées. La gestion et la répartition des fonds provenant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, pour le subventionnement du secteur médico-social et notamment pour le financement des dispositifs maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, MAIA, et des services à la personne. Les commissaires ont attiré l'attention sur le financement des nouvelles mesures. Il n'est pas prévu de mécanisme de révision ultérieure de compensation en fonction de l'évolution réelle des dépenses de l'APA après la montée en charge du dispositif en 2017. La gouvernance. Les compétences qui pourraient être assurées par le Conseil général au titre de la Maison de l'autonomie et des plateformes de répit devraient être dévolues directement par la loi aux conseils généraux. La délégation de l'ARS de ses missions aux conseils généraux pourrait être contraire à l'esprit de décentralisation et au rôle de chef de file du département de l'action sociale et médico-sociale. Les dispositions applicables dans les DOM, l'application en Martinique des dispositifs de résidence autonomie dans les mêmes conditions que dans les autres départements hexagonaux, à savoir la réhabilitation des foyers logements et des financements qui y sont associés au titre du forfait autonomie, ainsi que leur intégration dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. La commission permanente réunie le 10 avril 2014 a donné un avis favorable sur ce projet de loi en retenant des observations formulées par les commissions techniques mentionnées ci-dessus. Telles sont, chers collègues, les informations qui nous permettront d'en discuter. Pour ma part, je vais devoir vous laisser, collègues. Je vais laisser donc le collègue premier vice-président à présider donc la séance, parce que je dois me rendre à un enterrement, Robert. Nous passons donc au vote, Madame la Présidente. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait le point suivant. Projet de décret fixant les conditions dans lesquelles l'État confie la gestion de toute ou partie des fonds européens
soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour la période 2014-2020. Comme vous le savez, chers collègues, l'année 2014 marque le début de la nouvelle programmation des fonds européens pour 7 ans, jusqu'en 2020. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dites MAPAM consacre son chapitre 7 aux fonds européens. Quel est l'apport du projet? Ce projet de décret fixant les conditions dans lesquelles l'État confie la gestion de toute ou partie des fonds européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour la période 2014-2020, est pris pour application de l'article 78 de la loi précitée qui prévoit que l'État confie aux régions, ou le cas échéant pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d'intérêt public mis en place par plusieurs régions à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. L'autorité de gestion étant l'entité responsable de l'efficacité, de la régularité et de la mise en œuvre des opérations financées par les fonds. La délégation de gestion constituant le transfert d'une partie clairement identifiée d'un programme par le gestionnaire du programme, autorité de gestion, à un organisme intermédiaire qui va alors assurer en lieu et place de ce gestionnaire une partie des tâches de gestion et de contrôle relevant normalement de sa compétence. L'organisme intermédiaire met en œuvre le programme autour d'une stratégie d'intervention négociée avec l'autorité de gestion et qui rentre dans les priorités du programme. Le projet de décret permet donc aux régions et groupements d'intérêt public de solliciter par délibération la gestion de tout ou partie des programmes européens par délégation de gestion en précisant le périmètre concerné. Cette faculté suppose une convention entre l'autorité de gestion et l'organisme bénéficiaire d'une délégation de gestion. Ce processus est déjà en cours entre la région et la préfecture de Martinique sur la base de la circulaire du 19 avril 2013. Après la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, cette dernière devrait gérer la totalité des fonds européens de développement régional, le FEDER, la totalité du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, et une partie du Fonds social européen, le FSE. L'enveloppe Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, FEAMP, n'est pas encore connue. Les négociations concernant le personnel actuellement en charge de la gestion des fonds européens, Direction Europe et Aménagement de la Préfecture, DAF, DIECT, sont en cours entre le Conseil régional de la Martinique et la Préfecture. Voilà. Avis des commissions. La commission Finances, Programmation budgétaire, Affaires européennes et Fiscalité, réunie le 1er avril 2014, et la commission Texte, le 3 avril 2014, se sont prononcés favorablement sur ce projet de décret qui entérine le processus déjà engagé par la région Martinique. La commission permanente, réunie le 10 avril 2014, a émis un avis favorable sur ce projet de décret fixant les conditions dans lesquelles l'État confie la gestion de tout ou partie des fonds européens, soit en qualité d'autonomie de gestion, d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion pour la période 2014-2020. Voilà, chers collègues, de quoi alimenter la discussion. Merci, collègue rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'informations complémentaires? Ça a l'air d'être assez clair. S'il n'y en a pas, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le point 9. Projet de décret relatif à l'application en Outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. Chers collègues, le projet de décret relatif à l'application en Outre-mer du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit la mise en application de l'article 34 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. La mise en application du décret est prévue le 1er février 2014 pour les départements d'outre-mer, mais le texte n'est pas publié à ce jour. Quel est l'apport du projet? Le texte précise les conditions et modalités du régime de retraite complémentaire obligatoire, RCO, des personnes non salariées des professions agricoles. Il concerne les personnes ayant accompli des périodes d'activité non salariées agricoles en qualité d'aide familiale, de conjoints participant aux travaux, de collaborateurs d'exploitation ou d'entreprises agricoles et de chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion,
à Mayotte, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il envisage également les conjoints survivants de ces personnes. Les principales mesures permettent l'attribution de droits de retraite complémentaire obligatoire sans contrepartie et l'intégration des points de RCO dans tous les cas de réversion de la RCO. La répartition des droits de retraite complémentaire obligatoire acquis par le conjoint décédé ayant contracté plusieurs mariages successifs est également indiquée. Voilà le contenu de la loi, du projet, pardon. Quels sont les avis des organismes consultés? La division de la mutualité sociale agricole de la CJSS a indiqué que ce projet de décret constituait une avancée sociale en matière de retraite complémentaire obligatoire. Avis des commissions. La commission texte du 3 avril 2014 a mis un avis favorable sur ce projet de décret. Elle a néanmoins souligné que ce projet de décret ne règle pas la question plus globale du faible montant de la retraite des professions agricoles. La commission permanente réunie le 10 avril a mis un avis favorable. Voilà. Tels sont, chers collègues, de quoi permettre la discussion. Merci. Chers collègues, vous avez la parole. Il n'y a pas d'intervention, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Projet de décret relatif au complément familial majoré mentionné aux articles du Code de la Sécurité sociale. Ce projet de décret qui nous intéresse concerne le complément familial majoré mentionné aux articles L522-3, L755-16-1 du Code de la Sécurité sociale. Sa lecture globale est complémentaire de celle du projet de décret relatif au complément familial majoré créé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et du projet de décret relatif à la prise en compte forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active. Son application est prévue le 1er avril 2014, mais le texte n'est toujours pas publié à ce jour. Quel est l'apport du projet? Le projet de décret a pour objet de fixer le montant du plafond de ressources qui varie selon le nombre d'enfants à charge, en deçà duquel le complément familial serait dû. Le montant du plafond de ressources pour l'application de la majoration, lorsque la charge des enfants est assumée, soit par un couple composé de 2 salariés, soit par une personne seule. Avis des organismes consultés, le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales a mis un avis favorable sur ce projet de décret. Les commissions textes, affaires sociales, action de prévention de jeunesse et logement habitat réunies ensemble le 7 avril 2014 ont émis un avis favorable sur ce projet de décret. Les commissaires présents ont toutefois rappelé la difficulté d'exercer la compétence d'avis sur des projets de texte dans les conditions de délai imposées par l'État, avec, comme c'est le cas ici, une date de mise en pleine application rapide des dispositions proposées. Ils ont souligné néanmoins la nécessité d'envisager des mesures visant à anticiper sur les saisines, mais aussi à mieux faire prendre en compte les avis émis, un référent au niveau national. La commission permanente réunie le 10 avril 2014 a émis à son tour un avis favorable sur ce projet de décret relatif au complément familial majoré. Merci collègues. Des remarques ou des informations complémentaires? S'il n'y en a pas, on passe au vote tout de suite et on suit les avis favorables. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègue. Point suivant. Projet de décret relatif à la prise en compte forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active. Ce projet de décret concerne la prise en compte forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active. Sa lecture globale est complémentaire de celle des projets de décret relatifs au complément familial. Son application est prévue le 1er avril 2014, mais le texte n'est toujours pas publié à ce jour. Quel est l'apport du projet? Le texte constitue le 3e volet du dispositif d'adaptation des mesures d'indexation exceptionnelle de l'allocation et du complément familial à la situation des plus démunis. En effet, le projet de décret soustrait du calcul des ressources prises en compte pour le calcul du RSA les bonifications exceptionnelles de l'allocation de soutien familial ainsi que la majoration du complément familial, mise en œuvre par les précédents décrets en faveur des populations les plus démunies. Avis des organismes consultés.
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales a émis un avis favorable sur ce projet de décret. Au niveau local, avis des commissions, les commissions textes, affaires sociales, actions de prévention et jeunesse et logement habitat, réunies ensemble le 7 avril, ont émis un avis favorable sur ce projet de décret, dont l'application est prévue le 1er avril 2014. Bon, rappelons que là encore, on a été pris par les délais, les délais trop courts pour l'examen du texte. Bon. La commission permanente, réunie le 10 avril 2014, a émis à son tour un avis favorable sur ce projet de décret relatif à la prise en compte du forfaitaire de l'allocation de soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu solidarité active. Voilà, collègues, de quoi discuter. Merci, collègues. Même opération. Ce sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Point numéro 12. Projet de décret relatif au complément familial majoré créé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et à la revalorisation du montant de l'allocation de soutien familial. Deuxième partie, il concerne les décrets. Chers collègues, le projet de décret cité concerne le complément familial majoré créé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et à la revalorisation du montant de l'allocation de soutien familial. Sa lecture globale est complémentaire des deux décrets que nous avons précédemment examinés. Son application est là encore prévue le 1er avril 2014 sans que le texte ne soit publié à ce jour. Quel est l'apport du texte? La loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a instauré un montant majoré du complément familial réservé aux bénéficiaires de cette prestation. Il s'agit des allocataires dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Dans le dispositif de la loi précité, il était prévu qu'un décret fixe le montant du plafond de base de cette prestation et des majorations. Tel est l'objet du décret soumis à votre approbation. Arrêter les règles applicables pour le calcul du complément familial ainsi que les majorations applicables. Les montants sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année. Le projet de décret revalorise par ailleurs le montant de l'allocation de soutien familial. Avis des organismes consultés, le conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales a émis un avis favorable sur ce projet de décret. Avis des commissions, lors d'une réunion conjointe le 7 avril 2014, commission texte, affaires sociales, actions de prévention et jeunesse, logement et habitat, ont émis un avis favorable sur le projet de décret. Les commissaires présents ont toutefois tenu à rappeler une fois de plus la difficulté d'exercer la compétence d'avis sur des projets de texte dans les conditions de délai imposées par l'État, avec, comme c'est le cas ici, une application rapide des dispositions proposées. Par ailleurs, les élus ont souligné la nécessité de prendre des mesures visant à anticiper sur les saisines, mais aussi à mieux faire prendre en compte les avis émis, mis en place d'un référent au niveau national. La commission permanente, lors de sa réunion du 10 avril 2014, a émis un avis favorable sur ce projet de décret relatif au complément familial majoré. Voilà. Telles sont, collègues, les informations qui pourraient permettre une discussion. Merci, collègues. Il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Ce sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Projet de décret relatif aux compétences des préfets de zones de défense et de sécurité et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur. Le projet de décret relatif aux compétences des préfets de la zone de défense et de sécurité et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Outre-mer, de l'Intérieur, concerne les services de l'État dans les zones de défense et de sécurité, ainsi que les interlocuteurs et usagers de ces services. Le chapitre 4 du projet de décret exclut en grande partie de son champ d'application les collectivités régies par les articles 73, à l'exception des premiers et deuxièmes de l'article 7. Quel est l'apport du projet de décret?
Ce décret prévoit la création des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'Intérieur en substitution des secrétariats généraux pour l'administration de la police. Placées sous la tutelle du préfet délégué pour la défense et la sécurité, ces nouvelles structures seront chargées de la gestion de moyens territoriaux au bénéfice des services de police, des unités de gendarmerie et des préfectures. Le projet de décret crée également une conférence de sécurité intérieure qui se substitue à la conférence de police, assistant le préfet de zone de défense et de sécurité dans l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique. L'article 7 du projet de décret, dont seules les deux premières dispositions s'appliquent à la Martinique, remplace la terminologie zone de défense prévue par le décret du 30 mai 2002 par celle de zone de défense et de sécurité dans lesquelles il n'est pas créé un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur. Avis des commissions. La commission de texte du 3 avril 2014 a émis un avis favorable sur ce projet de décret. La commission permanente, le 10 avril 2014, a également émis un avis favorable sur ce projet de décret. Tels sont, collègues, de quoi lancer la discussion. Merci, collègues. Il y a des remarques sur un texte qui ne nous concerne pas forcément. Il n'y en a pas. On passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. On passe au dernier point de l'ordre du jour classique, le point 14, avec Raphaël Séminor. Comme vous l'avez noté, nous sommes invités à nous prononcer sur un partenariat entre la région et le département, s'inscrivant dans le processus engagé pour préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique en mars 2015. Une démarche de mutualisation des services et des moyens des administrations régionales et départementales a été lancée avec la mise en place de chantiers thématiques dans les domaines suivants. On va les citer. Alors, il s'agit d'abord de l'entretien, de l'exploitation et de la modernisation des infrastructures routières, maritimes, portuaires, des bâtiments et établissements scolaires et autres, gérés respectivement par les deux collectivités. Ensuite, l'utilisation, le développement, l'entretien et l'exploitation des systèmes d'information et de réseaux, de téléphonie et de télégestion. Ensuite, la fonction achat mutualisée. Et pour terminer, les fonctions financières, juridiques et des ressources humaines. Cette démarche vise à favoriser l'émergence de cette nouvelle administration dont devra bénéficier la collectivité territoriale de Martinique. Elle a par ailleurs pour vocation d'instituer un dispositif expérimental destiné à préparer l'exercice des compétences de la nouvelle collectivité et à améliorer le service public rendu aux usagers. La mutualisation des services s'inspire des dispositions de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et des articles L. 5111-1-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le dispositif, à caractère transitoire et ponctuel, doit offrir un cadre juridique adapté, le plus large et le plus souple possible, permettant de déployer en particulier les chantiers de mutualisation. Les mesures relatives aux conditions et modalités de partenariat entre les services de la région et du département sont précisées dans le projet de convention qui vous a été déposé, qui est annexé au rapport que vous a transmis la présidente. Dans le cadre proposé, il sera fait recours aux mécanismes juridiques suivants. D'abord, la mise à disposition d'agents, la mutation d'agents, la mise à disposition de services et de moyens et le groupement de commandes. Le principe de la gratuité est retenu dans le cadre de la mise à disposition. Saisi pour avis le 11 mars 2014, le comité technique paritaire en place au sein de la collectivité départementale a donné un avis favorable sur ce projet de partenariat. La commission permanente a émis un avis favorable sur le partenariat et la convention proposée lors de sa réunion du 10 avril dernier. Ce projet devra être examiné prochainement au Conseil régional, notre partenaire dans cette affaire, qui devra se prononcer dans les mêmes termes. Tels sont donc, Président et chers collègues, les éléments de synthèse que je souhaitais vous indiquer avant de débattre de la question et décider de l'approbation du partenariat exposé et de l'autorisation à donner à la présidente du Conseil général pour signer le projet de convention qui a été joint au rapport.
Voilà, chers collègues. Merci, et Monsieur le collègue. Président, ce qu'on pouvait dire à propos de ce point-là. Merci, collègue. Je vais mettre tout de suite aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Un contre. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Chers collègues, je vous remercie. Nous avons donc terminé notre plénière.